Avant de commencer ce petit tuto donc sur les réseaux sociaux, leur impact sur votre organisation et comment en tirer parti, je vous propose d'abord de me présenter. Donc, je m'appelle Inès Lama, j'ai 8 ans d'expérience dans la communication numérique, dont une part dans des agences de communication nationales telles qu'Havas et Publicis, et une part au sein du magazine Le Point, où je suis entrée d'abord en tant que social media manager et ensuite en tant que responsable de l'acquisition et de la fidélisation de l'audience numérique. Et il y a 1 an, j'ai déménagé, j'ai quitté Paris pour Nantes et j'ai rejoint l'agence Intuiti, donc une agence de marketing numérique qui accompagne les marques et les entreprises pour placer le numérique au cœur de leur stratégie. Donc ça, c'est pour moi. J'aimerais bien savoir qui parmi vous se juge plutôt expérimenté sur la question des réseaux sociaux ou estime que la stratégie de son entreprise est assez solide sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez lever la main pour que j'ai une petite idée. Ok. Donc vous n'êtes pas très nombreux. Ça tombe bien, du coup, vous faites bien de venir. Donc l'idée, c'est que moi, je suis partie d'un constat, à force de conseiller des acteurs dans le développement de leur communication sur les réseaux sociaux, c'est que ces médias sociaux, ils n'ont pas simplement bouleversé la communication, ils ont bouleversé finalement tout l'entonnoir d'acquisition et de conversion de clients, d'usagers, en fonction de son business model. Et que cet impact, ces bouleversements se font à plusieurs échelles, à l'échelle de l'image d'une entreprise, de sa réputation, de son business et de la relation client ou de la relation usager. Alors, du fait de ces bouleversements pluriels, il paraît logique qu'on ait cette histoire aussi passionnelle, fusionnelle entre les entreprises et les réseaux sociaux. Une histoire un peu d'amour-haine. À la fois, on les fantasme, on attend des réseaux sociaux qui nous fassent buzzer, qu'ils développent notre créativité, qu'ils développent l'influence. Puis en même temps, on sent bien qu'on en a peur. On a peur de la crise, du bad buzz, on a peur que ce soit trop coûteux, trop chronophage. Et finalement, ça se traduit très bien dans les chiffres. Il y a un baromètre qui est édité chaque année par Outsuite sur l'usage des réseaux sociaux par les entreprises françaises. Et on voit bien que ces usages se développent. 46% des entreprises françaises utilisent les médias sociaux pour de la publicité, 26% pour du marketing d'influence, seulement 22% pour du social selling. Donc social selling, c'est le fait d'utiliser les médias sociaux pour vendre un produit ou un service. Et puis en même temps, on voit bien que les freins ils sont encore nombreux. Aujourd'hui, on a 54% des entreprises françaises qui déclarent manquer de temps pour les réseaux sociaux, 40% disent manquer de budget et 28% disent manquer de compétences. Donc dans ce contexte-là, je vous propose de sortir du fantasme et d'essayer d'un peu rationaliser les choses. D'abord avec un chiffre clé par secteur, en commençant par le B2C. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 45% des Français de 18 à 35 ans aimeraient pouvoir acheter directement sur les réseaux sociaux. Si on regarde ça à l'échelle de l'ensemble de la population française, c'est 25%. Donc on sent bien qu'il y a une forte attente de la part des consos sur du B2C, attente d'ailleurs qui a été parfaitement entendue par les plateformes sociales, puisque vous avez pu voir que récemment sur Instagram, Pinterest, Facebook également, on voit des fonctionnalités de shopping, d'achat en ligne qui apparaissent directement depuis les plateformes. Et puis, si on regarde le secteur B2B, je vous ai mis un chiffre clé, donc 56% des professionnels B2B disent avoir été influencés dans l'acte d'achat, soit par la recommandation d'un contact sur les réseaux sociaux, soit par un article ou un post qu'ils auraient vu sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un chiffre qui est issu du baromètre social selling qu'on fait avec Intuiti et la Post Solutions Business chaque année. Donc, je vous invite, si vous travaillez dans le secteur du B2B, à le lire parce qu'il est précieux en enseignement sur la question. Et malgré tout, malgré ces opportunités qui sont fortes, malgré ces usages qui sont présents, on constate que la France est encore en retard. Retard qui s'exprime à travers une récente étude de 2017, étude à prendre avec des pincettes, mais qui néanmoins témoigne d'une tendance, à savoir que la France est à peu près 23e sur un classement européen du pourcentage en fait, des entreprises qui ont adopté les médias sociaux dans leur stratégie de communication. Donc on a 41% des entreprises versus une moyenne européenne de 47%. Donc comment on va essayer de réduire cet écart et comment on essaie de dépassionner les choses pour simplement tirer parti des plateformes sociales telles qu'elles sont, des outils dont il faut profiter tout en mesurant bien évidemment le ROI.
Donc moi ici, je suis là pour vous partager avec vous 5 conseils qui sont synthétiques. L'idée, c'est, vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, si je vais trop vite, surtout n'hésitez pas. Donc mon premier conseil, c'est refuser les automatismes. Qu'est-ce que j'entends par automatisme? Tout d'abord, c'est l'injonction de présence. L'idée que parce qu'il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, qu'il y a un potentiel à aller chercher, que Pinterest vient de sortir sa nouvelle fonctionnalité, il faut absolument qu'on y soit. Ça, c'est je dois absolument être sur Pinterest, ça c'est quelque chose que j'entends très souvent chez mes clients. Oui, mais pourquoi? Alors voilà, j'ai une première question pour vous. Combien de comptes Twitter actifs, selon vous, dispose Apple ? À votre avis, tous ceux qui pensent que Apple a 2 comptes Twitter, voire un compte Twitter, 2 comptes Twitter actifs, en tout cas en tant que la marque Apple. Est-ce que vous pouvez lever la main? Vous pensez qu'Apple est actif sur Twitter? Pas trop. Bon. Eh bien, sachez que la marque Apple a bien réservé son nom depuis 2011, mais ne communique absolument pas sur Twitter. Constat qui pourrait être assez surprenant pour une boîte tech, pour une marque de cette ampleur. Et pourtant, ils ont bien choisi d'être sur Twitter et ils ont fait un choix délibéré de se développer sur Apple Music. Donc, ils ont vraiment un compte Twitter pour valoriser cette solution et ils vont faire de la veille partagée sur la question de la musique, sur les influenceurs de la musique. Par contre, la marque en tant que telle, au global, ne communique pas sur Twitter. Et ça, c'est intéressant parce que ce qui est très important, c'est de refuser un deuxième automatisme qu'on a souvent, c'est celui de penser au canal avant l'objectif. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent aussi dans les briefs clients. Il faut absolument qu'on soit sur Instagram, on doit créer un compte, donc est-ce que vous pouvez nous aider? Comment est-ce qu'on peut faire? Par quel type de process passer? Mais avant tout, quel est l'objectif que vous êtes fixé? Là, c'est un exemple que je trouve très parlant, c'est celui du canard enchaîné, média particulièrement installé dans le paysage médiatique français. On pourrait se dire, comme tous les médias, ils vont avoir un compte Twitter, ils vont essayer de diffuser un maximum leurs articles. Or, le canard enchaîné a fait le choix très simple, radical, j'ai un compte Twitter et c'est simplement pour diffuser ma une du lendemain. Donc en fait, ils ont un tweet par semaine, ils diffusent simplement la une du lendemain. Là aussi, ça peut paraître surprenant et pourtant, leur objectif, c'est simplement d'assigner à Twitter le fait de contribuer au teasing de la une du lendemain. Ils savent que les journalistes, les politiques, y sont présents et ils arrivent à créer du teasing de cette manière-là. Troisième automatisme qu'on voit souvent, c'est de traiter les médias sociaux en dernier dans les plans de communication. C'est-à-dire qu'on considère que parce que les réseaux sociaux représentent un petit budget, eh bien souvent, on le voit encore dans les projets qu'on a avec certaines entreprises, finalement les médias sociaux arrivent à la fin, alors qu'au contraire, même si on n'a pas des gros budgets, la créativité et les codes, les usages des réseaux sociaux impliquent qu'on pense ces projets bien en amont dans les dispositifs de communication. Et là, pour moi, un exemple très parlant, c'est celui de la marque média Brut, mais j'aurais pu citer d'autres marques qui se sont créées d'abord sur les réseaux sociaux avant de créer leur propre site internet. Brut était présent sur les réseaux sociaux. Je pourrais citer Jam, qui est présent sur Messenger, qui n'avait pas de site internet. Voilà, il y a de plus en plus de marques qui se développent d'abord sur les réseaux sociaux avant de créer leur propre plateforme. Mon deuxième conseil, c'est de questionner votre stratégie de marque. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître très anodin, très évident pour la plupart d'entre nous. Et pourtant, on constate que dans le déploiement d'une stratégie social media, il y a des bases en fait, qui n'ont pas forcément été claires pour tout le monde et qui ne sont pas forcément partagées en interne dans une même entreprise. À savoir la vision de l'entreprise, quelle est sa mission, quelles sont ses valeurs, quelle est la personnalité de la marque. Là, je vous ai mis l'exemple de Red Bull qui a fait tout son ADN de marque autour du sport, du challenge sportif et qui, du coup, développe cet univers-là sur l'ensemble de ses canaux. Donc, s'interroger sur quel est votre ADN de marque d'entreprise. Une fois qu'on s'est dit ça, quelle est ma ligne éditoriale et est-ce qu'elle correspond à mon objectif ? Par ligne éditoriale, on entend sa promesse, sa tonalité, le type de vocabulaire qu'on va employer, le type de thématique qu'on souhaite aborder. Là encore, parfois, on s'aperçoit que dans une même équipe de communication ou dans une même équipe de direction, cette ligne éditoriale-là, on n'est pas d'accord. Or, il est très important de mettre les choses en place, de les cadrer pour pouvoir développer ensuite sa stratégie. Là, je vous ai mis l'exemple d'Apple sur Instagram qui a fait le choix très simple d'illustrer sa baseline, donc « Everyone has a story to tell », à travers simplement des photos de personnes qui ont pris des belles photos avec leur iPhone. Et en fait, le ligne éditoriale, elle est claire. On partage des contenus UGC, donc des contenus utilisateurs, et on vient valoriser l'amour de la photo. Et on est tous réunis par cet amour de la photo.
Le troisième point sur votre stratégie de marque, c'est évidemment la direction artistique. Là encore, ça peut paraître évident pour certains, et pourtant, quand on rentre dans l'opérationnel d'un projet social media, on s'aperçoit qu'il y a des bases en termes d'univers graphique, de typographie, de code colorimétrique. Il y a beaucoup d'éléments en fait qui soit ne sont pas adaptés aux réseaux sociaux parce qu'on est face à une direction artistique qui est un peu vieillie, qui était plutôt print, qui n'est pas forcément adaptée aux réseaux sociaux, soit on est sur quelque chose de trop vertical. Bref, il y a des choses à venir challenger pour justement optimiser sa stratégie social media. Mon troisième conseil, c'est de commencer par écouter et observer ce qu'on dit de vous sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire de commencer par travailler sur votre e-réputation. Et en la matière, mieux vaut prévenir que guérir. Je pense qu'on a tous pu le constater récemment, en tout cas en janvier dernier, avec la crise Lactalis, qui est quand même un exemple parfait d'une entreprise qui a été attaquée, en tout cas qui a été voilà, le cœur d'un reportage de Cache Investigation, et qui a fait le choix de créer son compte Twitter spécifiquement à la suite de ce reportage. Et c'est intéressant de voir cette courbe parce que, si vous voulez, là, vous avez les mentions de la crise Lactalis suite avant l'arrivée du reportage Cache Investigation et la date d'arrivée de Lactalis sur Twitter qui arrive le 16 janvier, bien après toutes les mentions qui ont déjà été abordées. Donc on voit bien qu'il y a un retard qui a été pris en termes d'e-réputation et que finalement la marque aurait dû intervenir plus tôt pour gérer le sujet. Le deuxième point en matière d'e-réputation, c'est est-ce que vous connaissez vos influenceurs, les personnes qui façonnent, qui influencent votre réputation en ligne? Est-ce que vous les observez et est-ce que vous échangez avec eux? Que ce soit qu'ils l'influencent de façon positive ou négative, ces personnes sont à prendre en compte, c'est un fait. Et là, ici, je vous ai mis un exemple de la crise H&M, que je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de cette crise. Non ? En gros, donc H&M avait effectivement mis un shooting produit avec cet enfant qui portait un sweat très malvenu qui a été jugé raciste par voilà, la communauté d'influenceurs, même par les égéries de la marque H&M. Et ce produit-là a été détecté, repéré par une influenceuse afro-américaine qui s'en est insurgée sur Twitter, qui a partagé l'information et qui, dans les 24 heures qui ont suivi, a trouvé un énorme écho, tant et si bien qu'en fait, les égéries de la marque H&M afro-américaine ont dénoncé le contrat et ont cessé de travailler avec H&M. Et on voit qu'H&M a répondu seulement plus de 48 heures plus tard, après toutes ces prises de parole, ce qui est quand même, en termes de gestion d'e-réputation, là aussi, plutôt mauvais. On parle d'influenceurs externes, mais il est important bien évidemment aussi de maîtriser la communication de ces ambassadeurs ou en tout cas de la soutenir. Donc là, je ne sais pas quelle est, si au sein de vos entreprises, vous discutez ou vous échangez un peu autour de la notion d'employee advocacy, donc le fait de organiser la communication des salariés et des dirigeants sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un exemple parlant, c'est celui de Safran que nous accompagnons sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, et Safran est venu vers nous avec la question suivante: comment développer la marque employeur et comment finalement capitaliser sur les prises de parole de nos dirigeants. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on vient en fait les accompagner sur de la diffusion de tribunes sur LinkedIn par ces dirigeants et on les sponsorise auprès des cibles appropriées pour Safran et on s'aperçoit qu'on est sur des taux de clics hyper intéressants et que finalement ces dirigeants sont extrêmement porteurs dans la performance même B2B de l'entreprise. Donc pour résumer sur la question de l'e-réputation, si ce sujet n'est pas adressé chez vous ou par vos équipes, ce que je vous conseille moi, c'est de mettre en place ça plutôt rapidement, avec à chaque fois évidemment des outils adaptés. Alors je vous ai mis 3 exemples ici. Google Alert, évidemment, c'est la base, c'est un outil gratuit. Après, en fonction de votre structure, vous avez un marché d'outils d'e-réputation qui s'est très bien structuré, avec des outils tels que Talkwalker ou Radarly qui vous permettent de gérer le suivi de votre marque, de vos concurrents, etc. Et très important d'avoir un protocole de gestion de crise, parce que malheureusement, si vous n'y pensez pas maintenant, vous y penserez au moment où la crise arrivera, et ce sera malheureusement trop tard. L'avant-dernier conseil, c'est de challenger et structurer vos méthodes. Là, je vous ai donné un exemple d'Arte, mais ça pourrait être l'exemple d'une autre marque. L'idée, c'est qu'à partir du moment où vous souhaitez valoriser quelque chose sur les réseaux sociaux et que vous produisez du contenu, anticipez bien le canal social media. Trop souvent, cette réflexion est menée
bien trop tard et finalement on n'a pas les bons contenus courts, les bons formats pour disséminer l'information sur les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose à prendre en compte dès le moment où vous briefez finalement une équipe créative. Intégrer une logique de test and learn, ça évidemment c'est lié aux réseaux sociaux, mais c'est lié plus globalement à votre stratégie numérique. Ici je vous ai donné l'exemple d'Audiopack qu'on accompagne chez Intuiti, qu'on a accompagné sur le brief suivant. Ce sont des personnes qui sont venues vers nous en disant voilà, on veut promouvoir des prothèses auditives auprès d'une cible senior, donc sujet pas forcément évident, et on souhaiterait que vous nous accompagniez sur des Google AdWords. Donc on a mis en place des campagnes, et on s'est aperçu que finalement, ça ne marchait pas très bien, la campagne ne fonctionnait pas, la marque n'était pas suffisamment installée, puis grosse concurrence sur le marché. Et là, on s'est dit, au lieu de penser notoriété, on va penser plutôt engagement. On va se dire, quels sont les types de conseils qu'on pourrait donner à cette cible, qu'est-ce qui pourrait intéresser cette cible. Donc on va produire des articles autour de l'achat de prothèses auditives, comment on peut financer cet achat, peut-être un classement des meilleures prothèses, etc., etc. Et à partir de là, on a ciblé les bonnes personnes et on a créé une page Facebook qui s'appelle La puce à l'oreille avec Audiopack. Donc on était sur une logique beaucoup plus grand public pour justement cibler un profil assez niche. Et aujourd'hui, on a des taux de clic de 9,5% qui sont records pour ce client. Et on a développé une très bonne stratégie de lead via Facebook. Et enfin, dernier conseil, ne cherchons plus le mouton à 5 pattes. Je pense qu'on est tous à la recherche du CM imaginaire, qu'il soit... On attend qu'il soit un concepteur-rédacteur exceptionnel, traffic manager, analyste e-réputation, planeur stratégique, graphiste. Je pense qu'il faut faire le deuil de ce community manager-là. Il n'existe pas, disons-le nous franchement. Et d'ailleurs, je vous invite à lire cet article hyper intéressant de Digiday qui explique comment la sponsorisation social media a eu un impact fondamental dans la manière dont les équipes social media et les équipes numériques se sont constituées, à la fois en agence ou chez l'annonceur, puisqu'on voit bien que ce sont des métiers aujourd'hui qui se sont spécialisés. Je vous ai mis 2 citations ici, où le journaliste dit, voilà, c'est aujourd'hui impossible qu'une seule et même personne fasse tout ça. Une deuxième citation qui dit, on peut avoir des profils très bons pour engager à partir de contenus, mais qui ne sont pas forcément pertinents pour du pilotage d'achat média. Tout ça vous montre bien que finalement, les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'aujourd'hui protéiforme et vous devez faire appel à des profils de plus en plus spécialisés. Donc, je vous ai mis là un trio idéal, mais qui est évidemment à adapter en fonction de votre structure d'entreprise. Mais on a à minima besoin d'un community manager avec un profil éditorial, un directeur artistique avec un profil créatif, un traffic manager avec un profil un peu web marketing analytics. Et voilà, alors évidemment, en fonction de vos structures d'entreprise, le community manager peut être traffic manager s'il a cette double compétence-là, mais on sait aujourd'hui que c'est de plus en plus difficile de pouvoir réunir toutes ces compétences parce que les outils se spécialisent, s'approfondissent et se complexifient. Voilà, j'ai résumé, je pense, les 5 grands conseils que je voulais partager avec vous sur voilà, la manière dont finalement ces médias sociaux nous bouleversent, mais aussi du coup présentent des opportunités intéressantes et comment, à différentes échelles, il y a un travail à faire sur vos méthodologies de travail, sur la manière dont vous structurez vos équipes. 20 minutes, c'est court, donc n'hésitez pas maintenant si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on échange après, je suis à votre disposition. Merci. Oui. Le coût d'une publicité sur LinkedIn. Alors, ouais, alors c'est très variable. Je vous cache pas qu'en fait, c'est difficile en fait sans connaître votre secteur de vous donner un prix. Faudrait qu'on puisse peut-être en discuter tout à l'heure et que vous nous précisiez. L'idée, c'est en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que sur LinkedIn, on est sur des coûts qui sont généralement supérieurs à ce qu'on peut observer sur Facebook et Twitter, tout simplement parce que en termes de population qu'on va cibler, on est sur une population qui est quand même plus niche, plus qualitative aussi, parce que plus ciblée avec des paramétrages un peu plus approfondis. Donc on est sur des enveloppes budgétaires et des coûts par clic souvent plus chers. Après, malheureusement, ce serait illusoire de ma part ou même mensonger de vous donner un coût par clic. Il faudrait qu'on puisse en discuter et qu'on vous donne peut-être une moyenne par rapport à des clients qu'on a actuellement chez Intuiti. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Bon, merci beaucoup en tout cas.